Comment tu dirais qu'au fil du temps, il a changé? Parce que le comportement n'était plus le même. Il n'était plus l'homme doux que j'ai vu, que j'ai connu. Il était devenu très agressif dans son langage, dans son comportement. Et voilà. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de On se dit tout. Je reçois aujourd'hui l'une de mes personnes préférées, yes, Ramatoulaye Keita, une jeune femme extraordinaire. Oui, extraordinaire dans le sens où elle a survécu aux violences conjugales et a su laisser la relation pour aller se reconstruire. Je suis très contente de la recevoir dans cette émission parce que le partage de son expérience amplifiera sa voix afin non seulement de donner l'espoir à d'autres personnes qui se trouvent dans les mêmes situations qu'elle, mais à leur donner aussi le courage de changer leur situation. Rama, oui, mon mannequin. Oui. Ça va? Ça va très bien. Bienvenue. Merci. En tout cas, et merci d'être parmi nous. C'est pas un sujet facile, connaissant toutes les connotations qui sont associées au sujet dans nos sociétés, les préjugés, les stéréotypes. Mais encore une fois, c'est important de briser les tabous, de briser le silence, afin de mettre à la lumière des situations auxquelles les femmes sont souvent victimes dans notre société et qui souffrent en silence. Donc merci pour ce courage et merci d'être ici. C'est moi qui te remercie de m'offrir cette opportunité aujourd'hui de reparler encore une fois de ce tabou dont vivent certaines femmes, si je dirais la quasi-totalité des femmes africaines. Ouais. Et donc, merci beaucoup Jaka pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et je l'appelle mon mannequin parce que moi j'ai rencontré Rama, qui était cette jeune fille extraordinaire, talentueuse, mais naïve. Je me souviens, c'était tellement adorable de t'entendre même parler. Et c'était un véritable plaisir de te découvrir à travers l'émission Le Mannequin, la saison 1. Tu es arrivée en finale avec Fatma. C'est Fatma qui avait remporté la compétition, mais tu n'as pas démérité et tu étais un plaisir. Toute l'équipe de production, toutes les personnes qui ont eu à te rencontrer, franchement, t'ont beaucoup apprécié. Donc c'est comme ça que moi j'ai eu à te connaître. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet pour nos téléspectateurs, parle-nous de toi, de ton parcours. Voilà, qui est Ramatoulaye Keita? Alors, rebonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Ramatoulaye Keita. Pour les plus intimes, je suis Rama. Rama, c'est une petite fille qui a toujours été intelligente. Depuis toute petite, j'étais toujours parmi les meilleures à l'école. L'école primaire, collège, lycée, mes amis peuvent en témoigner. Alors, à l'université, j'étais partie pour la diplomatie, les relations internationales. Mais le ministre à l'époque, ami à mon père, m'a suggéré de faire business administration. Et donc, mon père m'a convaincue d'aller vers cette branche. Et donc, j'ai pas hésité. Aujourd'hui, si j'ai toutes les opportunités que j'ai, c'est bien grâce à mon orientation vers cette branche. Donc, Ramatoulaye est actuellement assistante de la ministre en charge du commerce, de l'industrie et des PME. Avant cela, j'étais assistante du conseiller chargé de mission et parallèlement assistante du coordinateur des projets des classes préparatoires en Guinée au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc voilà, en résumé, mon petit parcours.
Donc, Et n'oubliez pas aussi qu'à une certaine époque, tu as voulu être mannequin et tu avais c'est vrai. tous les atouts pour l'être, franchement. C'est vrai. Parce que je me rappelle à la délibération de la saison 1, ça a été difficile. Hein. Le jury, ils ont pris 1h30 pour délibérer entre toi et Fatma. Donc tu as quand même assez de C'est côté. vrai, j'ai eu un parcours de mannequin. Enfin, j'ai toujours été amoureuse du monde de la beauté. La preuve, j'ai vécu un moment entrepreneurial. Entrepreneurial. C'est pas grave. Nous, on parle du franglais, c'est pas grave. Vas-y. Donc, j'avais un petit salon de beauté parce que moi, je suis toujours attirée par le fait de rendre beaux les gens. Et donc, j'étais mannequin. J'ai fait le mannequin saison 1 avec toutes ces belles filles. Ouais. Et donc, oui, voilà, j'étais mannequin. Ouais, tu as été mannequin. Et tu as toujours, mais même ça, tu as toujours ce sens inné de la mode. Parce que quand je te vois, tu es toujours fashion. You know, c'est comme, tu sais, comme je vais le dire dans l'émission, c'était du high fashion. Ça bouge pas. Ok, donc là maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, parle-nous de ce que tu as vécu. Ok, on est là aujourd'hui pour parler des violences conjugales. Donc, parle-nous de toi, ton histoire. Alors, Jaka, écoute, comme je pense toutes les relations qui ont vécu ce cap, j'étais dans une très belle relation qui a commencé tout amour, tout nouveau, tout beau. On s'aimait beaucoup. Et je pense que c'est cet amour qui a abouti au mariage. Et donc, on s'est mariés après une longue relation amoureuse qui a fait, je pense, qui a duré pendant 4 ans avant qu'on ne prenne la décision de se marier. Et donc, c'est au cours de ce mariage que des choses se sont révélées. On a compris que on n'était plus compatibles et que la relation devenait toxique pour l'une comme pour l'autre. Et avant cela, je pense ce réveil de conscience s'est fait à travers un déclic. Quand j'ai su que je ne pouvais plus vivre les coups et blessures que Revenons-en un peu en arrière parce que je me souviens que quelque temps avant ton mariage, ta maman était venue me voir. On avait fini de filmer le mannequin. J'avais invité toutes les filles à dîner au Millennium. L'émission n'était pas encore sortie. Et donc moi je savais même pas que tu étais dans une relation de longue durée. Et donc ta maman vient me dire est-ce que je peux vous parler, Madame Diaka? Je dis oui, tanti, bien sûr. Donc on se met en aparté. Elle me dit il faut parler à Rama. Elle t'appelle, au fait, tu te joins à nous, il faut te parler à Rama. Et le jour-là il était venu. Il était venu au resto. Il était là. Et moi je savais même pas, parce que je savais même pas que tu étais en relation avec lui, au fait que c'était lui. Okay. Donc quand on a commencé à parler, après je me suis dit attends, mais il t'a suivi au resto? Pourquoi il t'a suivi au resto? J'ai dit parce que c'était un truc de la prod, là où on a invité toutes les filles avec les parents qui pouvaient se joindre à nous. Mais il est venu, il était en aparté, il était assis et il t'attendait. Et donc c'est là que j'ai su que c'était lui, parce que c'est quelqu'un que j'ai eu à côtoyer dans le passé, c'est quelqu'un que je connais, et franchement je le connais comme quelqu'un de courtois, de respectueux. Mais moi c'était même pas ça mon problème, parce qu'encore une fois, je le connais de manière superficielle. Mais moi mon problème, quand ta maman est venue me voir, j'ai dit mais tu es trop jeune, tu avais 21 ans. Je dis mais tu es trop jeune, tu as encore toute ta vie, comment tu sais ce que tu veux à 21 ans? Tu as dit non, tata, je l'aime, non, tu sais, je sais, on a fait du temps ensemble. Et je me souviens, j'ai dit, Rama, l'émission là va sortir, l'émission va cartonner, tu vas être une célébrité, les gens vont te connaître. Mais au-delà de ça, moi je suis en train d'envoyer toutes les 5 dernières finalistes, je suis en train d'envoyer vos photos dans toutes ces agences, en dehors de Fatma, qui devait aller déjà en Afrique du Sud, rencontrer l'agence qui voulait la signer. Je dis en dehors de Fatma, je suis en train d'envoyer
t'as toi tes photos, la photo, j'ai oublié c'était qui la Rokia. troisième. Voilà, Rokia, voilà, je dis, je suis en train d'envoyer. Je dis, parce que l'objectif, c'est vraiment de donner des opportunités à vous toutes. Je dis, et tu vas te marier, tu vas tomber enceinte. Tu m'as dit, non, 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 tata, il comprend. Il sait, il connaît mes ambitions par rapport au mannequinat. Il va respecter. Non, je te promets que je ne vais pas tomber enceinte. Je te dis, je ne me gérerai pas au mariage. Je dis, parce que je ne suis pas pour. Encore une fois, tu es trop jeune. Tu ne sais même pas ce que tu veux faire demain, même dans une semaine. À plus forte raison, dans 1 an ou 2 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens, j'ai amené tes photos. Une agence en France m'a appelé. Je t'ai appelé et c'est là que tu vas. C'est comme ça que je sais même que tu étais enceinte avant tout le monde. Je t'ai appelé, je t'ai dit, Rama, il y a cette agence qui veut te voir. Toi, et tu te dis, ah, tata, je dois te dire, je suis enceinte. Je dis, quoi? C'était juste quelques mois après ton. Je dis, je t'avais dit, tu dis oui, c'est vrai, tu m'as dit, mais bon, je suis heureux. Je dis, bon. Et c'est exactement le scénario que je t'avais dépicté. Et donc là, tu es mariée, tu es heureuse. Donc, quel a été le premier incident? Parce que tu as dit que tu es sorti longtemps avec lui, tout était bien. Tout était clean. Tu te maries. Donc, combien de temps ça a pris pour le premier incident? Et c'était quoi le premier incident? Et ça n'a pas pris très longtemps. Je pense que c'était dans la première année de notre mariage. Je ne me rappelle pas encore très bien du sujet qui a fait qu'il m'avait... Je me rappelle de la gifle qu'il m'avait donnée. C'était concernant une situation où... Je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus, mais c'était une bonne gifle. Et après, bah, moi... Tu étais choquée? J'étais choquée, j'étais surprise parce que je me rappelais encore de son serment à la mairie qui disait que quand le maire l'a demandé est-ce que vous allez battre cette femme, il a dit qu'il ne lèvera jamais sa main sur une femme. Donc ça revenait en boucle dans ma tête et je me posais beaucoup de questions à ce moment précis. Est-ce que c'est vraiment ce même qui me disait qu'il n'allait jamais battre une femme? Et donc, quelle excuse t'es-tu donnée à toi-même? C'est parce que tu sais, les femmes, on a souvent tendance à faire ça, à dire, ok, peut-être j'ai haussé le ton, peut-être je lui ai mal parlé, peut-être. Est-ce que tu t'es livré à ce jeu, ou bien tu t'es dit non? De quel droit? Ce jour, non du tout. Ce jour, je savais que j'avais pas tort, et je savais que c'était lui qui était en tort et que il n'aurait pas dû faire ça. Au fait, même si tu avais tort, je sais pas qu'est-ce que tu appelles tort, mais même si tu avais tort, rien ne justifie. Pour dire que je me faisais pas l'idée d'être en Tu ne justifiais pas la violence. Je ne justifiais pas cette violence. Ok. Je savais que c'était pas normal ce qu'il avait fait. Et quelle a été ta réaction? Parce que ça, c'était 8 mois après le match, tu étais enceinte en plus. Non, j'étais pas encore enceinte à ce moment. J'étais pas... Je pense que c'est avant les 8 mois, je pense. C'est avant. Parce que j'étais pas enceinte. Tu n'étais pas encore enceinte. J'étais pas enceinte. Donc c'était vraiment le début du mariage. Oui, c'était vraiment le début. Parce que là, j'étais pas du tout enceinte. Donc c'était le début. Ouais. Et donc quelle a été ta réaction? Première réaction, j'étais choquée. Ok. J'étais très très choquée. Et voilà, je suis restée silencieuse, couchée sur le lit, en train de pleurer. Et après, il est venu me rejoindre quelques temps après pour me demander pardon et qu'il va plus répéter et que c'était pas son intention de me... C'est pas son genre, quoi. Et tu as cru? Oui, j'ai cru. Oui, j'ai cru. Parce que c'était la première fois. Parce que c'était Après tant d'années, c'était la première fois. Oui. D'accord. Et donc, ça c'est là. Donc, quel est le prochain incident? Est-ce que le prochain incident arrive de manière rapide ou bien il y a encore un bon laps de temps avant qu'il y ait le... Oui, il y a eu un moment. Il y a eu un bon moment, je pense, un truc de 1 an. Avant qu'il recommence. Mais pendant ce temps-là, parce que les gens aussi pensent que la seule violence, c'est la violence physique. Alors qu'il y a la violence émotionnelle, il y a la violence verbale. Donc pendant ce temps, avant même la gifle, est-ce qu'il y avait une certaine violence verbale? Je pense que c'est la gifle qui a été vraiment le comportement révélatif
De son caractère. Son caractère. D'accord. Et donc là, maintenant, il y a un laps de temps qui se passe. Et pendant ce laps ce laps de temps, est-ce qu'il y a maintenant les insultes, les trucs, les disputes, tu vois ce que je veux dire? Les disputes, oui. Les disputes, les insultes, pas trop à ce moment. Mais je pense que je vivais une sorte de violence psychique. Ouais. Avant que ça ne devienne de la violence physique. Et donc, mais qu'est-ce qu'il te disait? Par exemple, je sais pas si je peux me le permettre, mais quand je voyais des tromperies ouais. et que je venais d'en parler, il me disait que c'est moi qui ai cherché. Et donc, quand on cherche, on trouve. Waouh. Et donc, moi, j'avais personne à qui expliquer ça. Parler de ça. Ouais, tout à fait. Je pense que tout est parti de là, au moment où je l'ai fait comprendre que... Tu sais ce qu'il fait. Oui, je sais tout. Et en fait, tu peux pas te cacher parce qu'on vit ensemble. Oui, je te tout à connais. fait. Quand ton comportement change, je sais. Quand tu... Voilà. Donc, quand j'ai commencé à lui faire comprendre que je sais... Et il a dit au fait que c'est toi qui as trouvé. C'est moi qui C'était même pas du genre non, c'est pas ça. Il a dit qui cherche, trouve, quoi. Qui cherche, trouve. Et donc, tu étais étonnée de cette attitude? De cette révélation. Et figure-toi qu'une fois, je l'ai même écrit une lettre parce que je suis comme ça, en fait. J'utilise pas souvent les mots. Il y a des fois, la plume est plus facile pour certains. Je fonctionnais comme ça avec mon père quand j'étais fâchée avec mon père. Tu lui écrivais. Il me reprenait par des écrits aussi. Donc, j'ai essayé cette fois... dans mon écrit, je l'ai fait comprendre que je te reconnais plus. C'est pas, je pense, c'est pas cet homme que j'ai vu, c'est pas de cet homme dont je suis tombée amoureuse. Et j'ai l'impression que tu as changé. Fais une introspection, fais un truc. Et quelle a été sa réponse? Il a lu la lettre. Je me souviens qu'il a rigolé. Il a rigolé après l'avoir lu. Et après, il m'a dit, je n'ai pas changé. Mais quand il a rigolé, comment tu t'es sentie? Parce que là, tu déversais tout ce que tu avais dans le cœur, tu vois, toutes tes émotions, et puis il rit. Et quel effet cela t'a fait? C'était pas un rire moqueur. C'était un rire dans le sens où tu sais pas ce que tu crois. Ok. Il essayait de me rassurer d'une manière. Pour me dire non, je n'ai pas changé, je suis toujours le même. C'est juste que tu abuses ou peut-être tu fais ce qu'il ne faut pas faire. Or que, en temps normal, c'est normal de... Et donc, comment tu dirais qu'au fil du temps, il a changé? Parce que le comportement n'était plus le même. Il n'était plus l'homme doux que j'ai vu, que j'ai connu. Il était devenu très agressif dans son langage, dans son comportement. Et voilà. Et tu penses que ça, c'était dû à quoi? Jusqu'aujourd'hui, je ne saurais justifier son comportement. Absolument non, rien ne justifie la violence. Mais je ne sais pas c'était dû à quoi. Parce qu'il a fait mains et pieds pour t'épouser. Oui. Ouais, non, ça, non, j'en témoigne. J'en témoigne, oui. Tout à fait. Donc, je ne sais pas. Jacques, je peux pas te répondre. Et donc, 1 an plus tard, c'est quoi la prochaine violence? La prochaine violence, je pense qu'on a toujours eu des problèmes concernant les tromperies. Ok. La prochaine violence, c'est après l'accouchement. D'abord, avant l'accouchement, j'ai su qu'il me trompait aussi avec quelqu'un de très proche. Mais oui, mais après 1, 2, 3, 4 tromperies, pourquoi tu t'es pas dit, bon, il n'a pas l'air de quelqu'un qui va arrêter, donc qu'est-ce que je fais encore? Ou bien bon, ça dépend aussi parce que tout le monde n'a pas le même, comme on dit, threshold, tout le monde n'a pas la même limite. Donc il y en a qui acceptent plus que d'autres, mais pourquoi toi? Parce que c'est vrai, tu as dit quelque chose au début, tu es très intelligente. Je te connais, très intelligente, brillante, quelque chose qu'on a eu à voir dans le mannequin, même dans tes interventions. Parce que c'est important, tu sais pourquoi je m'appelle sur ça, que les gens, pour montrer aux gens que la violence basée sur le genre n'a pas de statut au fait. Tu peux être la femme la plus belle au monde,
ça ne veut pas dire que tu ne subiras pas de violence. Absolument. Tu peux être la femme la plus intelligente au monde, ça ne veut pas dire que tu seras exempte de subir des violences. Tu peux être la plus riche, Au fait, voilà, aussi intelligente que toi, et tu vois que les tromperies sont récurrentes. Pourquoi tu n'es pas partie? Alors, Jaka, je suis pas partie parce que je tenais vraiment à ce mariage. Et quand je me rappelle de toutes, par toutes les péripéties par lesquelles nous sommes passés pour aboutir à ce mariage, je me suis dit que il n'y avait pas de raison de quitter. J'ai fait un épisode sur le divorce avec Aïcha Kaporo et je lui ai dit la même chose. Mon premier mariage, bon, c'est l'unique mariage que j'ai eu. Mes parents n'étaient pas pour, personne n'était pour le mariage. Je me suis entêtée, je l'ai fait. Malgré tous les signaux que j'ai vus, je suis quand même restée dedans longtemps parce qu'on m'avait dit ne le fais pas, et je ne voulais pas avoir à dealer, c'est-à-dire à faire face à toutes les personnes qui m'avaient dit ce truc-là n'était pas une bonne chose. C'est vrai parce que moi j'avais été avertie pendant très longtemps, et durant tout le long de notre relation avant le mariage, j'ai été avertie à plusieurs reprises par des frères, des voisins, tout ça. Et donc j'avais pas envie de leur donner raison. Exactement. Et au-delà de ça aussi, je pense il y a ma mère aussi qui n'arrêtait pas de me dire qu'il fallait que la femme... C'est ce qu'on parlait aussi. On parlait de la même chose dans le même épisode lorsqu'on parlait du divorce, c'est que non, eux ils ont enduré, leur grand-mère a enduré, leur grand-grand-grand-mère a enduré, c'est-à-dire c'est ça le mariage quoi, alors que c'est nulle part c'est écrit que le mariage doit être synonyme de souffrance. C'est-à-dire c'est dans nos cultures, ça c'est un des stéréotypes que non, le mariage c'est pas facile parce que c'est deux personnes qui doivent vivre ensemble et qui ont des tempéraments différents. Mais ça veut pas dire aussi que ça doit être synonyme de souffrance, de tromperie, d'abus. Tu vois un peu ce que je veux dire? En Afrique, malheureusement, dans nos sociétés, le mariage est égal à tu dois tout accepter, tout endurer. La femme, pas l'homme. La femme doit tout accepter, tout endurer, tout supporter au nom du mariage. C'est ça. Donc je me rappelle encore ce jour quand il m'avait frappée pour de vrai, avec des vrais coups. Ma mère est venue. Et ça c'était après l'accouchement? Ça c'était après l'accouchement. Et donc vous êtes quoi? Vous êtes disputés et puis... Oui, on s'était disputé, je pense qu'on s'était disputé. Cette discussion était liée à une histoire de tromperie. Parce que je l'avais averti que si jamais encore je revoyais une tromperie, j'allais me casser. Et donc j'ai découvert qu'après l'avoir prévenu, il a répété quand même. Et avec la même personne. Donc je me suis dit que ça, c'est fait exprès. Ce jour, j'ai ramassé mes bagages. Pour partir? Avec ma fille. Je voulais partir. Je suis partie vers la cour et j'ai trouvé que le portail était fermé. Il avait instruit au gardien de ne pas me laisser partir. Mais j'ai insisté. Tout est parti de là. J'ai reçu des gifles, j'ai reçu des bastonnades. Et à l'époque, même avec ta tante avec qui on était ce jour, m'a donné une gifle. Parce que je voulais partir. Sa tante t'a giflé. Et donc, qu'est-ce que tu as fait? Quelle était ta réaction? Moi, j'étais là. J'ai juste appelé ma mère parce qu'à l'époque, mon père vivait plus. Il était parti, oui, paix à son âme. Oui. Ah ouais. Il était mort. Et donc, quand j'ai appelé ma mère, elle est venue avec mon frère. Et ce jour, encore pour te dire à quel point les mamans africaines, c'est des cas spéciaux. Elle a dit mot pour mot, si quand elle te fait du mal, corrige-la autrement. Genre, le monsieur, il a le droit de me frapper. Tu lui dis de se coucher, elle se couche, tu la frappes. Non. Je te jure. Non. Mais ne touche pas ses yeux, ne touche pas son visage. C'est ce qu'elle a dit. Oh mon Dieu. Et donc... Comment toi tu te sens? Déjà, c'est comme si tu as été d'abord victimisée par la famille de ton mari et ta maman à laquelle tu t'attends, qui est venue avec ton frère. Oui.
dis ça. Comment est-ce que tu te sens, Rama? Mon frère, sur le coup, je voyais le visage de mon frère qui n'était pas content. Mais il aurait dû se jeter sur lui. Mais Ah mais oui. Non mais je suis... ma mère est celle sur qui je comptais pour qu'elle Ouais. me dise arrête, tu n'as pas le droit de Et faire puis ça. tu dis même qu'ils disent, même je suis venue chercher ma fille à Londres. Elle a dit corrige-la autrement. Je ne touche juste pas ses yeux, son visage, parce que après. Et quelle a été ta réaction? En fait, j'avais juste envie de disparaître à ce moment. J'avais juste envie de dire stop. Je pense que pour Rama, c'est fini, la vie, c'est bon. Waouh. Et tu t'es sentie seule? Oui. Je Tu me n'as- suis sentie seule. J'ai tellement pleuré ce jour. J'ai ressassé, en fait. Enfin, limite, j'avais envie d'aller arracher mon père des cieux pour Ouais. le ramener sur terre parce que je savais que Lui, il t'aurait défendu. lui, il n'aurait pas dit ça. Waouh. Et ouf, aïe, ça me fait quelque chose. Et c'est ce qu'on dit toujours. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre que les femmes ne peuvent pas se mettre à la place des femmes, sachant qu'elles ont vécu. On partage les mêmes histoires. Même quand on parle de l'excision, c'est les femmes qui excisent. Comment toi tu peux faire ça à une autre femme, sachant la douleur qui vient avec cela, tu vois? Non. Ouais. Donc, ouais. Et donc ça se passe avec ta fille, devant ta fille qui a quel âge là? À ce moment, elle avait quelques mois seulement quelques mois. Et Elle devait avoir 3 à 4 mois. tu n'avais pas d'amis à qui tu pouvais appeler, tu n'avais pas quelqu'un. Non, tu sais que je suis introvertie. C'est vrai, c'est vrai, Je suis, c'est vrai, c'est vrai. Et surtout certaines questions liées à des cas spécifiques comme ça, je préfère en parler à ma famille directement parce que par peur de me faire juger ou que des gens, surtout des gens, connaître ma vie, des gens que je ne connais pas trop, me plaît pas. Parce que ça aussi c'est un des problèmes, on a tendance à garder pour nous parce qu'on veut pas, parce que pourquoi on veut pas que la société soit au courant de nos programmes, parce qu'ils jugent. C'est ça. Si tu savais que tu n'allais pas faire face à un jugement, tu aurais pu t'exprimer mieux. Tu vois ce que je veux dire? On a tendance... Si tu vas aller aussi expliquer à quelqu'un, la personne va te dire... La personne peut même t'écouter dès que par... Allô, son mari vient de la frapper. Tu vois mais tu aurais dû m'appeler, Rama. C'est vrai. Oh, tu aurais dû m'appeler. Tu sais que je serais venue. Ah non, tu aurais dû m'appeler. Et donc tu es restée. Oui, je suis restée. Et après? Oui, je suis restée ce jour parce que ma mère m'avait... Oui, tu n'as pas de refuge. Voilà. Si elle est venue dire que voici comment... Tu vas aller où? C'est ça. Et donc, et vous êtes là. Donc, Et là, maintenant, ton état d'âme, là, tu te dis, le masque est complètement tombé, là. Tu sais, la première fois, c'était la gifle. Tu te disais, bon, ok, d'accord, il ne le refera plus. Je n'ai pas vu ça de lui dans le passé. Mais là, c'est vraiment, c'est une vraie bastonnade parce que tu veux partir. Donc, il n'y a plus d'illusions. Tu ne te fais plus d'illusions. Surtout maintenant que ta mère a pris sa part. Basically, il se dit, ok, elle n'a nulle part où aller. C'est moi ou c'est rien, quoi. Et donc comment tu as fait pour vivre dans cette maison? Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai vécu quand même dans cette maison. J'ai vécu 3 ans encore. 3 ans encore. 3 ans. Mais pendant les 3 ans-là, est-ce qu'il y avait eu d'autres instances de violence ou bien tu l'as juste laissé tranquille? C'est-à-dire tu as arrêté de l'histoire de tromperie, tu t'es dit bon ça sert à rien? Non. Ou bien non, donc tu as Je toujours... pense que oui, l'histoire, enfin le moment de me dire que son histoire de tromperie, je m'en fous, est venu après. Après avoir vécu plein de choses, plein de situations où je me suis dit que en fait j'aurais jamais raison sur cet homme, que je me suis résiliée À juste endurer quoi. à endurer. Et donc là, les violences elles devenaient récurrentes? Oui. Et quand on avait des disputes, ça partait en cacahuète. Et jusqu'au dernier jour où je me suis dit, en fait, avec ou sans support, je me casse. Oui, parce que c'est ça. Donc chacune de vos disputes, chaque fois qu'il était violent envers toi, là, tu appelais toujours ta mère ou bien tu as dit non, ça servait à... Oui, oui, ils étaient toujours au courant. Et donc, quand tu les appelles, reste... Oui, ils essayaient d'arranger et ça s'arrangeait toujours.
Ça s'arrangeait vraiment toujours et on me retournait le même jour où il me battait. En fait, je pense que c'est ce qui lui a permis de croire au fait que il était intouchable. Que ça, au fait, tu n'allais pas quitter. Je n'allais pas partir. Parce que tu n'avais pas le support familial Exactement, nécessaire. parce que la famille l'a fait croire vraiment que voilà, c'est ta femme, donc c'est pour la vie et pour l'amour, quoi. Et donc, le déclic, c'est quoi? Quel a été le déclic? Le déclic, c'est quelqu'un qui est très, très, très cher et à lui et à moi. Et, qui m'a fait comprendre en fait, que je ne mérite pas cette vie que je suis en train de vivre. Ouais, non, tu ne le mérites pas. Et ce jour, il pleuvait beaucoup, je pense. Je quittais le travail, mais j'étais avec cette personne. Quand il m'a appelé pour me dire tu es où, je lui ai dit que je suis au travail, mais je rentre bientôt. Je t'ai déjà dit que 18h ne devait pas te trouver là. Comment je vais faire pour manger mon dîner? Après, elle était sur place, elle m'a dit ce jour, est-ce que tu penses que ton père est fier de la vie que tu es en train de vivre? Yeah. Je lui ai dit non. Elle me dit, tu penses que c'est le seul homme sur Terre? J'ai dit non. Est-ce que tu mérites cette vie? J'ai dit non. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu attends? Waouh. Et c'est là que tu te dis que c'est vrai. À partir de ce jour, je me suis dit que ça suffit. Ça suffit, je ne mérite pas ça. Personne ne mérite ça. Mais malgré tout, je suis encore restée. J'étais physiquement là, mais mentalement, je préparais mon âme, je préparais mon moral, je me préparais en fait mentalement au fait que je pense que ce mariage n'était pas fait pour moi. Absolument. Oui. Tu savais maintenant que ça ne peut pas être ta vie, que ce mariage c'est pas ton mariage. Oh, c'est ça, c'est pas mon mariage. Et donc la dernière goutte qui a fait déborder le vase d'eau. Je suis partie. Et ça, c'était à la suite d'une autre violence. Oui, d'une autre violence. Et le temps entre la précédente violence et la dernière était 1 mois, je pense. Un mois ou 2 mois, un truc comme ça. Mais cette fois-ci, tu as changé, tu as publié sur les réseaux. Parce que tu sais, je dis toujours aux gens, quand j'ai fait la campagne Brisons le silence, je faisais un reportage sur le mariage précoce pour Enquête d'Afrique pour Canal. Quand on a commencé le mariage, on avait 3 femmes qui avaient accepté de témoigner. Donc je me rappelle, je dis au rédacteur en chef, ah oui, non, moi j'ai 3 survivantes, elles vont témoigner. Il m'a dit, Diaka, ça fait des années que je fais des histoires comme ça en Afrique. Il dit, ça sera difficile de trouver des victimes qui vont témoigner à visage découvert, face caméra. Je dis non, si. On commence le reportage. Je me suis retrouvée avec une survivante et qui m'a demandé de flouter son visage, changer sa voix. Et j'étais obligée de respecter. Donc j'appelle le rédacteur en chef. Je dis, bon, Frédéric, c'est toi qui as raison. Hein. Je dis, mais au moins, il y a une qui accepte de témoigner comme ça. Parce que ses parents ont entendu qu'elle passait, les autres ont désisté quand les parents ont entendu, ses parents ont entendu, elle a même quitté la maison et tout. Donc je suis obligée de respecter cela. Et donc c'est quand j'ai fait ce reportage. Et de l'autre côté, parce que c'est un reportage, en tant que journaliste, tu dois présenter les 2 côtés. Autant les victimes, mais autant aussi ceux qui insistent à marier leurs enfants à bas âge. Pourquoi? C'est quoi la raison? Et après, le public forme son opinion. Donc pour le reportage, j'ai pris un imam qui a témoigné face caméra, il regarde droit dans les yeux, il dit que lui va marier sa fille à 9 ans. Qu'il va la marier à 9 ans parce qu'il préfère qu'elle soit à 9 ans enceinte dans un mariage que d'aller tomber enceinte hors mariage. Que dit, mais imam, ça c'est l'éducation que tu vas donner à ton enfant, ça n'a rien à voir si elle est mariée ou si elle n'est pas mariée. Mais après le reportage, je me suis rendu compte, je dis, mais tant que les bourreaux s'exprimeront haut et fort, et que les survivantes, les victimes, sont cloîtrées dans le silence, on n'arrivera jamais à éradiquer
les violences dans le genre, sur le genre. Et on est dans une société là où ils ont plus peur de on a dit que même la prison ou la justice. Parce que tu es dans la justice, tu peux toujours dire ah non, je vais pas les payer ou je peux faire ceci. Mais quand on dit que oh, c'est un violeur, oh, c'est un batteur de femmes, oh, c'est un pédophile, oh, c'est ça, ça a plus de poids. Ils ont plus peur de on a dit que de dire même j'ai porté plainte pour allons à la justice, tu vois. Et donc toi, tu balances ta photo, c'est une vidéo, mais c'est une photo. Mais c'est quand tu as quitté la maison que tu as posté sur les réseaux ou tu étais encore dans la maison parce que tu postes la photo et tu fais un texte, oui. Ce jour, je pense qu'il était minuit. Quand il me battait, enfin quand on était sur le truc, j'ai mis sur Facebook, c'est quoi le numéro vert à appeler quand on subit une... La brique, oui. Mais je pense que les gens m'ont pas pris au sérieux. Parce que l'image qu'on a de lui cette nuit n'a rien à voir avec ce qui se passe dans la vraie vie. Exactement. Et pour te dire cash, j'ai publié parce que j'en avais marre qu'on me retourne. Parce que j'avais peur qu'on me retourne. Exactement. Encore. Et là, tu te dis, après donc, ça ne va aller. Voilà. Et les violences, ça partait de mal en pire. Oui. Ouais. Ça part toujours comme ça. Oui. Voilà. Donc, j'avais peur qu'on me retourne encore. Et pour dédouaner, parce que ma mère, puisqu'elle tient, je me dis que puisque tu tiens à ton image et que tu ne veux pas que ta fille divorce et que le monde dise que sa fille a divorcé, je dis en fait, je prends tout sur moi, je lave ton honneur. Je lave, enfin, les gens vont, toi, t'oublier. Parce que quand ils vont voir ce que toi, tu as subi. Voilà. Oui, exactement. Dis, puisque tu as peur de ton image, voilà, je mets sur les réseaux sociaux ce pourquoi je suis partie. Exactement. À ce moment, peut-être toi, tu es écarté, ils vont venir sur moi. Et donc, ça s'est passé exactement donc tu as bien réfléchi, au fait. C'était pas sur un coup de tête. Non. Et tu étais encore dans la maison quand ça s'est passé? Non, j'étais partie. Ok. La même nuit, je suis partie et c'est le lendemain que j'ai publié. Personne ne m'a forcée. D'accord. Quelle a été la réaction des gens? Beaucoup de partages. Oui. Beaucoup d'appels. Y en a, j'ai même une tante, aujourd'hui, paix à son âme, qui est partie aussi, qui a appelé ma mère et qui lui a dit... Enfin, ma mère n'était pas au courant quand j'ai publié. Il n'y a personne qui savait que j'avais publié. C'est après que j'ai publié que les gens ont vu, ils ont commencé à appeler ma famille. Et tu n'avais pas prévenu ta famille? Non. Même quand tu as publié, tu n'as pas dit écoutez, non. Voici, tu n'as rien dit. J'ai rien dit à personne, j'étais juste couchée comme ça, j'avais des larmes. Je me suis dit, je sais qu'ils vont venir me chercher. Je sais que quand ils vont venir, ma mère va me laisser partir encore. Je dis, garde tout pour tout. J'ai balancé. C'est do or die, au fait. Voilà. Et donc, tu dis cette tante qui est décédée, paix à son âme. Elle a appelé, parce que c'est la seule tante paternelle qui existait, qui restait. Donc, elle a appelé, elle m'a dit d'enlever sur Internet. Et tu as supprimé. C'était pas en fait une supplication ou une doléance, c'était un ordre. Donc, par respect, j'ai enlevé. Mais c'était déjà parti. C'était déjà parti. Parce que moi, je me souviens, je viens au bureau, et c'est Willy qui vient dans mon bureau, il me dit... Tu as vu ce qui s'est passé, c'est que le mari de Rama a fait à Rama. Et de quel Rama? Il me dit ton mannequin. J'ai dit quoi? Il me dit tu n'as pas vu. Je dis non. C'est bizarre, hein? Moi sur l'internet au fait, je ne vois jamais tous les trucs comme ça. Parce qu'on a tellement l'habitude de raconter des bêtises sur moi que je te dis que est-ce que tu sais que moi, en général, quand je suis sur Facebook, tous les réseaux là, je ne fais jamais le fil conducteur. C'est-à-dire, je ne regarde pas qui a posté quoi. Moi, je poste ce que j'ai à poster et puis je m'en vais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Willy me partage. Il avait fait le truc, il me partage. Et j'étais dans mon bureau, je me souviens, j'ai pleuré. Je me suis dit que peut-être si j'avais insisté plus, tu vois, quand ta mère est venue me voir à l'époque, peut-être si j'avais insisté, parce que vous aviez toute peur de moi, j'ai dit peut-être si j'avais Diafou, je sais pas quoi, tu vois, ce que peut-être qu'elle aurait oublié, qu'elle aurait tempéré. Et après j'ai essayé de t'appeler, mais le numéro ne passait pas. Mais j'ai tellement eu mal. Et je me suis dit, parce que je te connais, Rama est une personne très réservée. Je dis pour qu'elle aille mettre
sur les réseaux. Et ce que j'ai dit à mon équipe, j'ai dit ce qu'elle a enduré, j'ai dit ce qu'elle a subi. J'ai dit parce que Rama que vous connaissez, Rama c'est pas quelqu'un qui aime s'exposer, Rama c'est pas quelqu'un... Elle est, comme tu dis, elle est très introvertie. J'ai dit mais si elle a mis, c'est que c'était le seul recours qu'elle avait. C'est ça. C'était mon seul secours. C'est la seule porte pour moi à partir. Et donc, qui t'a soutenu dans cette décision? Ma même famille. Parce que là, c'était... Là, je pense ma mère... Même... Oui, donc qu'est-ce qui a fait le déclic? Ta maman, quand même, je suis étonnée. Elle ne voulait pas de ce mariage jusqu'à me faire intervenir. Mais bon, tu sais, une fois après que tu es mariée, comme je t'ai dit, pour eux, c'est-à-dire eux, ils ont ce que eux ou leur grand-mère ou leurs ancêtres ont enduré, je pense que c'est tout ce qu'elles connaissent aussi. Ouais. Donc oui. C'est ma famille qui m'a soutenue, vraiment, qui a été là pour moi. Encore, celle qui me poussait à repartir à chaque coup. C'est elle-même qui était là encore pour moi. Parce que tout autant que moi, ils en avaient marre aussi que je vive ça. Donc, ma mère a dit, cette fois-ci, je te soutiens dans ta décision que tu prendras. Si tu veux plus, je te soutiens. Et même si tu veux encore repartir, je te soutiens. Et donc, je leur ai fait comprendre que moi, je veux plus. Je pense que ça suffit. Et lui, quelle a été sa réaction? Parce que les gens, au fait, même pour moi, c'était un masque qui est tombé. Et comme je t'ai dit, moi je l'ai rencontré, j'ai trouvé un jeune très calme, très posé. Je ne pouvais pas imaginer qu'il était capable d'être aussi violent. Mais c'est ça que les gens ne comprennent pas au fait. C'est-à-dire, tu peux voir quelqu'un penser que tu peux lui donner le bon Dieu sans confession. Et ce qu'il fait à huis clos, c'est complètement différent de l'image qui est... Je pense que si on savait tout, on n'aurait pas pris certaines décisions. Et voilà, la raison... Absolument. Mais et les gens t'ont soutenu. Parce que moi, j'ai vu après les gens qui ont partagé, qui t'ont soutenu, qui t'ont demandé d'aller porter plainte. Est-ce que ça t'a réconforté? Est-ce que tu t'es dit oui, parce j'ai eu la bonne approche? J'ai pas eu le temps de lire tous les commentaires. J'ai pas eu même l'énergie, j'en avais pas de lire tous les commentaires, mais je sais que toutes les personnes chères à moi t'ont soutenu. Ouais. Et savaient que c'était mieux pour moi de partir et que j'ai pris la bonne décision. Donc ça me réconfortait. Et de savoir même que ma famille, pour une fois, me soutient, m'a énormément réconfortée. Mais à savoir aussi que dans cette relation, tu as eu une fille. Oui. Et tout ça se passait devant elle. Oui. Donc il y avait aussi ce facteur à considérer. Tu vois un peu ce que je veux dire. Et si pour toi, demain, par exemple, elle grandira, elle saura ce qui s'est passé et qu'elle te demande, maman, pourquoi tu as publié cette photo, qu'est-ce que tu lui répondras? D'abord, pour tout dire, je sais que je suis une leader. Je suis appelée demain à être ministre ou un truc comme ça. Et donc, le jour où je serai face au monde et face à ma fille pour défendre certaines valeurs, je n'aurai pas honte de dire que je suis partie parce que j'ai vécu ça. Exactement. Donc, ce jour témoignera de tout ce que j'ai vécu, tout ce que... Et aussi, ce sera important qu'elle sache que tu l'as fait aussi pour elle, pour ne pas qu'elle pense que c'est normal de vivre ça. D'où... Rien ne parce que je sais une chose, Jaka, son père, le jour où quelqu'un posera sa main sur sa fille, est capable de... ils sont comme ça, hein. Mais c'est ça, et c'est ça au fait comment on dit, passe-moi le mot, c'est ça la contradiction. C'est le genre de personne, tu lèves la main sur sa fille, mais il est capable de venir te descendre. Mais toi, tu trouves que c'est normal de lever la main sur... En fait, c'est le paradoxe, exact. C'est le mot que je cherchais, c'est le paradoxe. Exactement. Et donc, D'abord, quelle a été lui sa réaction après, quand ça s'est passé, la réaction de sa famille?
la réaction de la famille, c'était encore venir demander pardon. Mais et lui-même? Lui-même, il était venu après. Je pense qu'il est venu plusieurs fois demander pardon. Avec sa famille, avec ses cousins. Il est venu, oui, il est venu plusieurs fois demander pardon. Mais moi, je ne voulais plus. Mais pourquoi tu n'as pas porté plainte? Tu pensais que ça suffisait le fait que tu aies brisé le silence, que tu aies exposé? En fait, je pense c'est un premier pas. C'est vrai. C'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas parce que c'est ça quand on libère la société, c'est beaucoup. Oui. C'est déjà c'est beaucoup. vrai. C'est donc, vrai. Voilà. Et donc, quand tu as fait ça, as-tu eu des gens qui sont venus, qui t'ont approché pour te dire, moi aussi je suis dans les... Parce que moi j'ai reçu des messages, des gens qui me disaient, dis-lui qu'on la félicite, vraiment on est fiers d'elle. Moi-même j'étais dans la même situation, mais après ce que j'ai vu là, hey, je m'en vais, je vais pas mourir dans cette... Tu vois un peu, est-ce que tu as eu beaucoup de témoignages de ce... Figure-toi que j'ai eu des appels de certaines personnalités à qui je m'attendais pas. Même pas, ouais. À des femmes qui m'appelaient pour me dire que je vis telle situation. Parce qu'il y a des femmes, jusque maintenant, qui m'appellent pour me dire « Est-ce que tu peux m'aider? Je vis telle situation, je vis ça, je vis ceci, je vis cela. Je donne le peu que j'ai. » Mais tu vois, c'est ça la force de briser le silence. C'est ça. Ça a amplifié ta voix et ça a donné le courage à d'autres de sortir. Ne serait-ce le fait qu'elle t'appelle pour t'expliquer ça. Comme tu dis, tu es même étonnée de savoir certaines femmes qui sont dans des... Ne serait-ce le fait qu'elles puissent partager ça avec toi, c'est déjà un pas. Oui. Tu vois, peut-être qu'elles ne sont pas arrivées au niveau pour aller exposer sur la table, mais le fait, tu les as sorties de leur silence. Parce que le fait de partager avec toi, ça veut dire qu'elles peuvent aller dire à quelqu'un d'autre de leur entourage. Ainsi de suite, jusqu'au jour où elles auront le courage de quitter, de partir ou d'aller porter plainte, quelle que soit leur décision finale. Mais c'est ça le pouvoir de la parole. Et tant que... Et plus les survivantes brisons le silence, plus leurs voix seront amplifiées, plus ça donnera le courage à d'autres. Parce que tu sais, tu es là, tu penses que tu es seul dans le problème, hein, mais tu ne te rends pas compte de combien de personnes sont dans le même schéma que toi. Exactement. Et donc, quels sont les défis auxquels... que tu as rencontré immédiatement quand tu as quitté la relation? Parce que là, tu as une fille. Oui. Parce que c'est ça aussi. Oui. Beaucoup aussi restent cloîtrés dans ces relations à cause des enfants. Parce qu'après, est-ce que tu vas devoir te battre pour garder ta fille? Donc, quels sont les défis auxquels tu as dû faire face immédiatement? Alors, le premier défi, c'était... D'abord, j'appelle pas ça défi, j'appellerais ça souci. C'est que... ma fille réclamait beaucoup son papa. Ces jours, je pleurais beaucoup parce que à chaque fois qu'elle qu'elle demandait après son papa, ça m'attristait. Ça m'attristait de savoir qu'elle ne peut pas aller vers non seulement lui à ce moment-là précis et que voilà, qu'on vit ça quoi. Donc ça me touchait énormément. Et le deuxième, c'était le fait de devoir revivre encore chez mes parents et de revoir de... C'est comme si tu as échoué. Tu revenais à zéro. Voilà, c'est pas échouer, mais revenir à zéro. Reprendre tout. Ça aussi, ça me fatiguait un peu trop. Et devoir croiser le regard de tous ces voisins qui pensaient que j'étais... I was wrong. Que tu avais tort. Voilà, que je dois partir maintenant, que je ne dois pas rester... là-bas et que tout le monde vise que je... Oui, les préjugés, les stéréotypes, quoi. Tu n'es pas la première. Exact. Tout à fait. Exact. Donc, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. C'est ce que j'allais dire. Quel soutien as-tu eu pour pouvoir vraiment surmonter? Et quelles ressources? Est-ce que tu as eu à parler à un psychologue? Quelles ressources tu avais à ta disposition? Quel soutien tu avais à ta disposition pour pouvoir vraiment passer ce cap? Sur le coup, je pense, comme je l'ai dit, c'était que ma famille, sur le coup. Vraiment, en ce moment, c'était que ma famille, ma mère, qui me parlait beaucoup, qui me comprenait vraiment beaucoup. Et après, je pense, à un moment donné, je me suis dit, puisque j'avais économisé beaucoup d'argent avec mon salon, je me suis dit,
pourquoi ne pas aller continuer mes études. Je me suis payé mon master. Et tu as fait un master en quoi? En relation, communication, relations publiques. Ok, tu l'as fait où? J'avais commencé au Maroc. Bravo, donc tu es partie au Maroc. Ça t'a permis de t'évader et tu t'es concentrée sur tes études. Oui, et après, quand je suis revenue, j'ai vu un psychologue. Et là-bas aussi, j'ai eu des séances de psychologie qui me rappelaient aussi, le monsieur, il me rappelait, je me rappelle de son terme là encore. Si tu penses que tu mérites si tu penses que tu as tort d'avoir fait ce que tu as fait, c'est que tu mérites de vivre ce que tu as vécu. Tout à fait. Ouais, ça c'est profond. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Et si tu ne le penses pas, c'est que tu ne mérites pas de le vivre. Exactement. Ouais. Parce que c'est important aussi que les gens sachent que c'est important de... Tu sais, surtout, ça c'est notre stéréotype chez nous en Afrique, quand on parle de psychologue. Ils associent aller voir un psychologue à être fou, alors que ça n'a rien. Je suis allée, en fait, dans mes décisions comme ça, je le dis à personne. J'ai divorcé, personne ne savait. Dans ma famille, il n'y a personne qui savait. C'est après que j'ai informé que j'ai divorcé. Donc, pour le psychologue aussi, c'était pareil. Pour la publication, pareil. Pareil, ouais, donc, tout à fait. Oui. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'évoque comme ça. Tu vois? Devant tout le monde. Ma mère, c'est à la télé qu'elle va savoir que je suis voir un psychologue. Mais je pense que tu as raison. Ta mère, c'est mieux de la surprendre. Voilà. Non, mais j'aime bien Tanti, parce que franchement... Non, mais tu sais, des fois, les parents aussi pensent pouvoir bien faire. Et aussi, on ne peut pas aussi leur en vouloir. C'est tout ce qu'ils connaissent. Tu ne peux pas donner à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas enseigner à quelqu'un d'autre ce que toi tu ne connais pas. Non. Tu ne peux passer que ton savoir, que ce que toi tu connais. C'est pas pour dédouaner nos parents africains, mais c'est pour aussi comprendre d'où ils viennent. Tu vois ce que je veux te dire. Bon, Rama, nous sommes arrivés à la dernière partie de ce podcast. Nous allons aussi donner la parole aux internautes. Donc ils vont te poser des questions et puis tu vas répondre. Allons-y pour les appels. Bonsoir, moi c'est Zinab Souma, je suis en ville. Je voulais vous poser une question en fait. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui se trouve actuellement dans une relation abusive mais qui a peur de partir? Merci beaucoup. Très bonne question. Parce que au fait, ce que je dis toujours dans le podcast là, on ne s'érige pas en donneur de leçons. C'est pour ça que chaque invité parle en fonction de son expérience personnelle. Donc, de son vécu exactement. Donc, quel conseil donnerais-tu? Le conseil que je donnerais, que j'ai donné à toutes les personnes, toutes les femmes qui m'ont appelé après avoir déclaré après avoir dénoncé, c'est de prendre le courage à deux mains et de se poser deux questions. Est-ce que je mérite cette vie que je suis en train de vivre? Et est-ce que, si vous avez des enfants, est-ce que c'est cette vie que j'aimerais transcrire à mon enfant? Très bien, c'est très bien dit. Prochain appel. Allô, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Fodé Souma. Je suis domicilié à Yataya Centre. Je voudrais poser des questions à votre invité. C'est vrai, aujourd'hui, la violence conjugale est impétueuse, ça se passe beaucoup dans les sociétés. Mais au cas où il y a divorce, quelle action concrète pouvez-vous recommander pour aider à se reconstruire après avoir quitté une relation toxique? Voici ma question. Parce qu'il ne s'agit pas de quitter. Mais quand tu quittes, quelle sera la suite? Comment vous allez vivre? Quel environnement? Voilà, c'était ça ma question.
Et il a raison, c'est une... C'est une question très Ouais, par pertinente. exemple, toi, tu as continué tes études, oui, exactement, c'est une question très pertinente. Voilà, d'abord, pour quitter une relation toxique, il faut réaliser d'abord que tu es dans une relation toxique. C'est comme l'alcoolique qui ne C'est veut ça. pas reconnaître qu'il est alcoolique. C'est ça. Ouais. Et donc, après ce cap, donne-toi les moyens de partir. Donne-toi les raisons de partir. Et quand tu pars, essaye de vivre dans un environnement qui te soutient plus, qui te soutient dans tes décisions, qui ne te font pas la morale, qui te soutiennent et qui te font savoir que tu as pris la bonne décision. Offre-toi l'environnement sain. Exactement. Le soutien moral et psychologique, Psychologique. c'est très, très important pour savoir que... Pour ne pas te faire douter. Exactement. Pour te dire, est-ce que je ne vais pas retourner? Exactement. Voilà. Parce que ça arrive sur un moment où tu te dis, c'est le père de mon enfant. Ouais. Donc, ma fille ne mérite pas de vivre. Et si je repartais? Je pense qu'il a changé. Ouais. Il y a beaucoup de questions qui te reviennent après encore en tête, qui te font douter dans ta décision. Donc, voilà, donne-toi cet environnement sain. Et après, troisième chose, c'est que tu te donnes les moyens de vraiment partir pour partir. Quand je dis partir pour partir, que tu ne refasses plus, quelque chose qui peut te rappeler le fait de revenir. Commence à travailler, cherche un truc à faire. Parce que beaucoup aussi, épanouis-toi. il y a le côté économique, beaucoup aussi de femmes ont du mal à partir parce qu'elles ne savent pas comment est-ce qu'elles vont subvenir Moi, à je suis leurs partie besoins. de Jaka, on m'a retiré la voiture qu'on m'avait offerte. En fait, quand je te dis que j'ai repris tout à zéro, Ouais. j'ai vraiment tout repris à zéro. J'avais plus de voiture. J'avais... Voilà. Mais c'est un choix que tu as décidé de faire. Aujourd'hui, je me suis payé 2 voitures. J'ai payé une première voiture. Je me suis repayé une autre voiture. Donc, je me suis donné le moyen de m'acheter 2 voitures. Parce que tu es retourné, tu as travaillé, parce que tu t'es formé. J'ai cru en moi. Je me suis formée. Et tu t'es dit que tu ne te retrouveras plus jamais dans une situation là où tu seras à la merci d'un homme encore. Voilà. Et autre chose, que tu ne te presses pas dans une nouvelle relation. Donne-toi le temps de guérir. Et tu t'es donné le temps de guérir. Je suis complètement guérie. Tu es complètement guérie. Je suis complètement Aujourd'hui, guérie. tu es épanouie. Aujourd'hui, je suis épanouie à 100%. Je fais ce que je veux quand je veux. Et puisque je suis avertie sur mon éducation, que je suis bien éduquée. Et maintenant, il y a des signes auxquels tu feras attention. Exactement. Parce qu'il y a toujours des... Tu sais, c'est pas... Avant le premier coup de poing, la première gifle, il y a plein de petits signes. Que tu ne sais pas forcément. Que tu ne sais pas, auxquels tu ne fais pas attention, ou bien que tu brushes, tu dis ah ouais, donc... Ça va se régler. Ça va se régler. Ou bien non, c'est pas important. Ou bien non, c'est pas grave. Oui, c'est ça. On minimise ça, Exact. alors que c'est des signaux. La personne ne se lève pas juste pour se jeter sur toi. Il y a plein de petits trucs qui se passent. Et même, tu as dit quelque chose, mais tu t'es même pas rendu compte à l'époque. Même le fait qu'ils te disent que tu dois être à 18h à la maison, c'est le contrôle. Oui. Ça, c'est un signe. Oui. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, tu t'étais pas rendu. Tu peux pas capter, tu peux pas comprendre. Exactement. Oui. Donc, en tout cas, moi, je suis contente. Et tu penses que... Qu'est-ce que ton père t'aurait dit s'il était là aujourd'hui? Alors, je sais que mon père ne voudrait pas un mariage dans lequel j'allais... Tu n'étais pas heureuse. Voilà. Donc, même pas, je sais que il n'aurait pas aimé que je me lance dans un mariage où j'allais divorcer. Mais je sais que de là où il est fier de la femme que je suis devenue. Que tu es devenue. Le courage que j'ai pris, sortir de là. Ouais, absolument. Je suis convaincue de cela aussi. En tout cas, ton courage est inspirant. Ta force est inspirante parce qu'il faut savoir aussi que tu n'étais pas mariée à quelqu'un qui était inconnu. Donc, il fallait beaucoup de courage, surtout non seulement pour partir, mais aussi pour aller à l'encontre des souhaits de ta famille. Donc, franchement, bravo, félicitations. Et un dernier mot pour tous ces auditeurs qui verront ce podcast. Alors, si j'ai un dernier mot, d'abord, j'ai un mot pour les bourreaux, j'ai aussi un mot pour les victimes. C'est que en fait, il n'y a rien qui justifie la violence. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique.
Et il faut que les victimes sachent que ça ne s'arrêtera jamais tant que vous ne dites pas stop. Et le stop, c'est quand vous allez partir. Et les bourreaux aussi, qu'ils sachent que, en fait, c'est eux la faute, c'est pas la victime la faute. Il faut qu'ils réalisent qu'ils font du tort. Il faut qu'ils réalisent que celle en face est certes le faible par rapport à eux, mais qu'il y a une justice. Physiquement. Qu'il y a une justice. Parce que mentalement et émotionnellement, nous sommes plus forts qu'eux. C'est vrai. Exactement, c'est juste la force physique. Hein. Oui, c'est la chose. Si tu sais que tu ne peux pas frapper quelqu'un, est-ce que tu vas te jeter sur la personne? Non. Voilà. Si tu es garçon, va te battre avec les gens dehors. Ça. Donc il y a une justice, voilà, sur terre, il y a aussi une justice divine. Donc prêtez attention à ça, la vie ne s'arrête pas que là. Il y a une autre vie après celle d'ici. Et puis il y en a aussi, ils ont des problèmes avec ce qu'on appelle anger management, la colère. Oui. Allez voir un psychologue pour vous faire traiter. C'est pas comme si tu ne peux pas. Tu vois, tu peux essayer de travailler sur tes fautes pour être une meilleure personne pour toi-même d'abord. En tout cas, merci. C'est tout. Vraiment. Et tu as montré que même dans les moments les plus sombres, il y a un chemin vers la lumière et la reconstruction et que c'est possible. Il suffit d'avoir la volonté et le courage. Mais en tout cas, sache que cette histoire que tu as partagée ici aujourd'hui va aider beaucoup de personnes. Parce que c'est la première fois même que tu t'assois et que tu en parles. Et je te remercie. Mais ce que tu as fait aujourd'hui, je te promets, va servir à aider d'autres personnes à sortir et à briser le silence. À nos auditeurs, rappelez-vous que vous n'êtes pas seuls. Oui. Vous n'êtes pas seuls. Et qu'il existe quand même des ressources et des personnes prêtes à vous aider. En Guinée, je sais que vous pouvez appeler l'Oprogem, que vous pouvez appeler... et la directrice de l'Oprogem, Marie Gomez, elle est extraordinaire. Vous pouvez appeler la brigade, je pense que c'est le 117. Et je sais qu'il y avait aussi... un numéro, le 116, qu'on pouvait appeler. Voilà. Donc, mais il faut chercher le soutien, il faut parler, il faut briser le silence et il faut surtout prendre soin de vous. C'est important. Et nul ne mérite d'être violenté. Merci d'avoir écouté On se dit tout. Rejoignez-nous pour des futurs épisodes où nous continuerons à explorer des sujets qui touchent nos vies et notre communauté. À la prochaine et continuez à briser les silences qui nous retiennent.